Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé des droits cinématographiques de Hulk et aujourd'hui, on va s'intéresser à la connectivité entre les séries Marvel Netflix et le MCU parce que les gens ont quand même beaucoup tendance à remettre en cause cette connectivité, donc on va en parler tout de suite. C'est parti. Connaissez-vous ABC? Mais si, c'est une chaîne américaine très regardée. Elle fait partie des 5 plus grandes chaînes américaines, mais vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de ça. Quel rapport avec Marvel ou bien même Netflix? Eh bien, avant de vous expliquer tout ça, laissez-moi vous faire un petit historique. Pour comprendre cet historique, il faut que vous vous rappeliez que Marvel Studios, le studio cinématographique qui produit le Marvel Cinematic Universe avec à sa tête Kevin Feige, est détenu par The Walt Disney Company. Je vous renvoie donc à ma vidéo Comment est né le MCU qui va vous faire un petit récap là-dessus. Du coup, pour en revenir à la chaîne ABC, eh bien sachez que ABC Studios, qui est le studio gérant la chaîne de télévision, appartient à The Walt Disney Company. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est la chaîne ABC qui s'occupe de la diffusion des séries Marvel qui ont plus de connexion avec le MCU, à savoir Marvel les Agents du Shield et Marvel Agent Carter. Elles sont les séries les plus connectées au MCU car on y retrouve des personnages déjà apparus dans les films. De plus, les événements de Captain America le Soldat de l'Hiver, de Avengers l'Ère d'Ultron et de Captain America Civil War ont eu une réelle incidence sur Agents of S.H.I.E.L.D., modifiant totalement son intrigue. Les liens entre les séries ABC Marvel et le MCU sont donc plus qu'évidents et la chronologie de la série est totalement cohérente avec les films. Mais les séries Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defenders et Punisher ne sont pas diffusées par ABC mais par le service de streaming Netflix. Vous allez alors me dire, mais peu importe le diffuseur, tant que dans chaque série on fait des connexions évidentes au MCU. Et bien justement, là est le problème. Il y a très peu de connexions évidentes entre les séries Netflix Marvel et le MCU. Elles sont rares, voire parfois quasi inexistantes. Déjà, on ne fait mention que de la bataille de New York et vous allez me dire, vaut mieux que ça que rien du tout, et vous avez sûrement raison. Mais et les autres événements des films tels qu'Avengers 2 ou Captain America Civil War alors? On en fait quoi? On dirait qu'ils n'ont aucun impact sur les séries Marvel Netflix, voire même qu'ils ne sont pas du tout pris en compte par ces séries, comme si ça n'avait jamais eu lieu. Vous pourrez alors contrer à nouveau cet argument en disant que toutes les séries pourraient chronologiquement se passer avant Avengers 2, et pourquoi pas, ça pourrait se tenir à quelques détails près bien sûr. Pour vous illustrer la chose, dans les séries ABC Marvel, on retrouve par exemple Phil Coulson, Lady Sif, Nick Fury, Howard Stark ou bien encore Peggy Carter, des personnages déjà présents dans les films du MCU, ce qui n'est pas le cas des séries Netflix car aucun personnage des films n'est venu squatter chez elles, même pas pour un faible caméo. C'est là que ça devient étrange. On pourrait alors invoquer le manque de temps pour les acteurs et le manque d'argent de la part des studios, mais non, c'est trop facile. Si on a réussi à faire venir des personnages tels que Nick Fury ou même Lady Sif dans les Agents du Shield, alors pourquoi on n'arriverait pas à faire venir un personnage dans les séries Marvel Netflix? Il y a aujourd'hui tellement de personnages dans le MCU que cet argument n'est pas valable. Il y aurait pu avoir au moins un personnage, même secondaire, qui n'aurait pu faire ne serait-ce qu'un caméo. C'est bien trop gros. Pallié à ça, sachant que les séries Marvel Netflix se déroulent chronologiquement après la bataille de New York de Avengers, alors où est la tour Avengers, bordel de merde? On n'a pas touché à la tour Avengers depuis Spider-Man Homecoming, et avec tous les plans larges qu'on a eu sur New York avec les 6 séries Marvel Netflix, on aurait dû l'apercevoir au moins une fois, mais non, pas une seule fois, et vous pouvez vérifier par vous-même. Enfin, en 2015, Kevin Feige a obtenu la permission de Bob Iger, le patron de Disney, de ne plus avoir à rendre de compte sur sa stratégie cinéma et à pouvoir être totalement indépendant sur ce qu'il fait du MCU par rapport aux séries. On peut donc en conclure que si les séries Marvel Netflix sont incohérentes avec le MCU, ce n'est pas le problème de Feige qui est normalement censé diriger cet univers d'une main de fer. Avec tout ça, le fait qu'on remette beaucoup en cause la connectivité entre chaque œuvre de cet univers est tout à fait légitime. Mais si vous vous posez la question de savoir si les séries Netflix sont bien connectées au MCU, eh bien je vais vous répondre que oui, tout est probablement bien connecté, mais il y a un mais. Perso, je pense qu'il faut diviser les séries Marvel en deux catégories, celles qui sont liées de manière évidente et dont on ne remettra pas en question la connectivité au MCU, donc à savoir pour l'instant Agents of S.H.I.E.L.D. et Agent Carter. Et ensuite, les séries dont la connectivité au MCU est remise en cause, à savoir toutes les séries Marvel Netflix de Daredevil à Punisher, et aussi la série Marvel Runaway diffusée actuellement sur Hulu ou Hulu, je sais pas trop comment on le prononce, pardonnez-moi. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait prouver que les séries Netflix font bien partie du Marvel Cinematic Universe?
Commençons par nous intéresser seulement à cette connectivité d'un point de vue scénaristique, soit les easter eggs. Évidemment, on ne va pas citer chaque easter egg de chaque série, mais je vais vous citer les plus pertinents, ceux qui sont le plus capables d'établir une connexion avec le MCU. Tout d'abord, on peut simplement mentionner les nombreuses références à la bataille de New York et parfois à Iron Man, Thor ou même Hulk. Ensuite, l'easter egg de la tour Avengers. Comme dit précédemment, elle n'apparaît pas dans les plans larges sur New York. Oui, mais on peut noter qu'elle apparaît tout de même sur les affiches promotionnelles des séries, et pourquoi s'emmerder à faire apparaître la tour Avengers sur les affiches promotionnelles si au final les séries n'étaient pas réellement reliées au MCU? Le fait que la tour Avengers n'apparaisse pas dans les séries serait plus lié au fait que Marvel a tout simplement voulu gagner du temps et de l'argent, car recréer de la tour sur chaque plan large de New York nécessiterait soit la construction d'un décor, ou soit de faire des effets spéciaux, et dans les deux cas, ça prend du temps et de l'argent. Faire apparaître la tour sur une affiche, vous en conviendrez, c'est beaucoup moins coûteux et ça permet de quand même inscrire les séries dans l'univers du MCU. Ensuite, 3 easter eggs ont particulièrement attiré mon attention car 2 de ces easter eggs permettent de faire une liaison avec la série Agents of S.H.I.E.L.D. qui elle est bien connectée au MCU, et le dernier easter egg fait un lien avec le film L'incroyable Hulk. On aperçoit le premier de ces easter eggs dans la saison 1 de Daredevil, qui est une affiche qui annonce un combat entre Jack Batlin Murdock, le père de Matt Murdock, et un certain Carl Crusher Krill. Ce Carl Krill apparaît plusieurs fois dans la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. en tant que l'homme absorbant. Jeff Lobb, le directeur de Marvel Television, a confirmé qu'il s'agissait bel et bien de la même personne et qu'à l'époque du combat entre lui et le père Murdock, Krill était plus jeune qu'il ne l'est dans Agents of S.H.I.E.L.D. Le deuxième easter egg concerne le personnage de David Lieberman, aka Micro, un des personnages principaux de la série Punisher. Eh bien sachez que Micro a déjà été mentionné dans la saison 2 de Agents of S.H.I.E.L.D. par Daisy Johnson, personnage principal de la série. Il ne faut pas oublier que, avant de devenir la super-héroïne Quake, Daisy Johnson était une hackeuse faisant partie du groupe Rising Tide, et Micro était l'un des contacts de Daisy. Elle le mentionnera lors de l'épisode 7 de la saison 2 par son pseudo, et il ne fera pas qu'être mentionné puisqu'il aidera Daisy et le Shield en les orientant vers un meurtre lié à leur enquête. Cet easter egg relève plus d'un détail qu'autre chose, mais il a le mérite d'être mentionné car on sait que Micro était aussi un hacker travaillant pour la NSA. Il n'est donc pas du tout incohérent d'apprendre qu'il faisait partie d'un groupe de hackers tel que Rising Tide. Le dernier easter egg est un easter egg trouvable dans les épisodes 3 et 10 de la saison 1 de Daredevil dans le bureau du journaliste Ben Urich. En effet, on peut apercevoir sur un des murs de son bureau un article nommé Harlem's Terror qui fait directement référence au combat entre Hulk et l'Abomination à Harlem dans le film L'Incroyable Hulk. Bon, maintenant intéressons-nous à la connectivité du côté des coulisses sans se soucier de ce qu'il y a directement dans les séries. Déjà, il a toujours été dit de manière officielle que les séries Marvel Netflix faisaient bien partie du MCU, que ce soit par Kevin Feige ou Jeff Lobb, patron de Marvel TV, et cela même si une partie des fans et certains articles de presse remettent en cause cette connectivité. Ensuite, parce qu'il y a 4 noms qui ressortent parmi les producteurs des séries Marvel Netflix, à commencer par Kevin Feige, qui apparaît sur la liste des producteurs de Jessica Jones. Et oui, si les séries n'étaient pas liées, on ne voit pas ce que Kevin Feige, patron de Marvel Studios, viendrait faire ici. De plus, il fait partie des producteurs délégués, c'est-à-dire qu'il a la charge juridique et financière du tournage de la série. Encore une fois, si Feige est là, ce n'est pas anodin. Il y a aussi Jeff Lobb qui est présent sur chaque production de série Marvel, et c'est bien normal. Mais on peut voir ceci comme une preuve de connectivité, sachant qu'il est autant producteur sur par exemple Marvel Defenders que sur Agents of S.H.I.E.L.D. et ça, ce n'est pas non plus anodin. Il y a également Alan Fine, producteur présent pour 12 films du MCU, dont les plus importants c'est-à-dire les Avengers, et il est aussi présent sur chaque court-métrage du MCU et sur 4 séries Netflix, dont Defenders. Encore une fois, ce n'est pas anodin. Et pour finir, Melissa Rosenberg, qui n'est pas forcément récurrente sur chaque production, eh bien, il est intéressant de noter que la série dont elle avait la charge, c'est-à-dire Jessica Jones, devait à la base être produite sur ABC avant de déménager sur Netflix car on l'a considérée comme trop crue. Intéressant, non? Hormis ces 4 personnes, on peut aussi noter que Marvel Studios figure parmi les sociétés de production de la série Luke Cage, tiens donc. Autre indice, en septembre 2016, lors du Toronto Sun, lorsqu'on a demandé à Anthony Russo si les héros Netflix rencontreraient les héros des films lors des 2 prochains films Avengers, celui-ci a déclaré « On prend en compte tout le monde, on ne veut pas donner trop de détails sur ces films ». Bon, ici ça ne veut pas dire qu'ils apparaîtront forcément dans les prochains Avengers, mais je vais alors vous poser une question qui n'en est pas vraiment une.
pourquoi les réalisateurs des 2 prochains Avengers s'embêteraient à prendre en compte les Defenders dans l'écriture si les Defenders ne faisaient pas partie du MCU? Et vous trouvez que cet indice est petit sûrement? Eh bien rappelez-vous que les frères Russo réfléchissaient déjà à comment intégrer Spider-Man dans Captain America Civil War, alors que Marvel Studios n'était même pas encore parvenu à un accord concret avec Sony concernant les droits du personnage. Et ça veut tout dire. Et enfin, est-ce que vous vous rappelez quand j'ai dit que Kevin Feige a demandé son indépendance vis-à-vis de Marvel Television? Eh bien sachez que la série Defenders était déjà à l'écriture avant même la production de Daredevil, à l'époque où Feige n'avait pas demandé son indépendance. On a là donc une preuve que les Defenders font bien partie du MCU, vu que Feige prenait encore en compte les séries Netflix à cette époque. Bon ok, mais alors que conclure? Personnellement, je pense que le projet de départ était bien d'établir un univers cinématographique concret, capable de s'étendre même avec les séries et où tout était cohérent. Mais la stratégie a dû un peu changer en cours de route depuis la demande d'indépendance de Kevin Feige. Du coup, les connexions ne sont plus si évidentes qu'elles pouvaient l'être au début des séries Marvel Netflix, et on sent que plus le temps passe, et moins Marvel Studios se préoccupe de la cohérence entre ses films et ses séries, à part pour Agents of S.H.I.E.L.D. qui pour moi est sûrement la seule série qui doit être encore surveillée de près par Feige. Et pour Agent Carter, la question ne se pose pas puisque la série a été annulée au bout de 2 saisons, donc exit. Au final, je ne pense pas vraiment que la connectivité est définitivement morte, car à quelques incohérences près, les séries Netflix sont tout à fait plaçables avant Avengers 2, ce qui pourrait expliquer qu'elles ne prennent pas en compte ce qui se passe dans les films. De plus, il ne faut pas oublier que Disney va lancer en 2019 son propre service de streaming, ce qui implique que les séries soient beaucoup plus contrôlées par Marvel Studios, et ça permettrait de rétablir clairement la connectivité avec les films. Et si le plan de départ de Feige était de créer un univers cohérent, celui-ci marche encore très bien à l'heure actuelle, parce que malgré les embrouilles internes, je doute que Marvel Studios ou bien même Disney aurait l'envie de laisser le MCU devenir incohérent entre ses propres œuvres. La création du service de streaming en 2019 va dans ce sens. Aussi, Feige a affirmé que le but était avant tout de raconter des histoires solo avant de raconter des histoires où tout le monde se croise comme dans les films Avengers. Et on sait que le MCU est en place depuis 2008 et qu'il marche très bien. Pour moi, l'argument de « Ah, mais pourquoi les Avengers ne viendraient pas aider dans telle ou telle série ?» n'est pas vraiment valable parce qu'il n'est pas valable non plus dans les comics. Quand vous lisez les comics, et en particulier les comics d'un personnage solo, en général c'est toujours ce personnage-là qui va régler le problème, même si la Terre ou l'univers entier est en danger. Mais ce n'est pas parce que ces personnages sont en solo que ça empêche de faire venir un autre héros de temps en temps ou de faire des crossovers, ça on est d'accord. Mais ce que j'essaye de vous faire comprendre par cet argument, c'est que Marvel a su imposer sa logique de comics au cinéma. Comme dans les comics, on n'est pas toujours obligé d'appeler les Avengers à chaque fois qu'il y a un problème. Comme l'a dit Kevin Feige, le but est de raconter des histoires solo. Alors si on devait appeler les Avengers ou un autre héros à chaque film ou série solo, autant appeler ces films et séries Avengers et ça n'aurait alors plus d'intérêt. De plus, rien ne justifie qu'on ne pourrait pas faire une œuvre qui reste centrée sur un seul héros, même si celui-ci fait partie d'un plus grand univers. Le film Iron Man 3 en est un parfait exemple. À aucun moment Tony Stark n'a demandé de l'aide alors qu'il aurait très bien pu appeler le Shield ou Captain America par exemple. Cette logique qui s'est imposée au niveau des films, elle ne s'est donc pas encore imposée pour les séries et c'est là qu'est le problème. Malheureusement il faudra s'adapter et de toute façon, est-ce que c'est vraiment problématique? Quand on fait une série sur Daredevil, on est là pour parler de Daredevil. Et oui, on peut appeler aussi d'autres personnages vu que Daredevil fait partie du même univers que les autres, mais on est là pour parler de lui, donc on n'appelle pas toujours des héros et pas à chaque fois non plus, sinon la série n'aurait plus du tout d'intérêt. Il faut savoir qu'on a toujours vendu les héros Netflix comme des héros urbains. Ici le MCU veut mettre l'accent sur des héros qui ne sauvent pas le monde, qui ne sont justement pas des Avengers. Les héros Netflix agissent à une plus petite échelle, donc si on n'appelle pas les Avengers, eh bien en fait c'est tout à fait normal. Alors oui, ça reste quand même un souci niveau chronologie, ça perd en cohérence, mais prenez l'univers cinématographique des X-Men et regardez sa chronologie. On sait tous que sur ce point-là, c'est un bordel absolu, et pourtant ça n'empêche pas aux spectateurs de se dire que tout ça fait partie d'un même univers, même s'il y a des défauts de cohérence énormes. Pour le MCU, c'est pareil, du moins en ce qui concerne les séries. Oui, elles font partie du MCU, mais il faut prendre ces séries comme des comics, et peut-être qu'elles n'ont pas besoin d'une temporalité précise pour exister dans un univers plus grand. Alors il faudra peut-être faire abstraction de la logique chronologique comme dans les X-Men Universe ou bien dans les comics. Et puis les films du MCU ne sont pas non plus évidents à placer dans une chronologie précise. Enfin d'une manière générale si, mais il y a quelques points noirs, alors est-ce que la chronologie est si importante au final? Personnellement je pense surtout que l'interprétation de cette chronologie est libre à chacun d'entre nous.
Il faut aussi se rappeler que le MCU a été créé pour divertir avant tout. Il ne faut pas s'empêcher de se dire que tout fait partie du même univers parce que dans l'ensemble tout se tient plutôt bien. Et encore une fois, les séries Netflix sont totalement plaçables avant Avengers 2, donc pas de problème. Est-ce que la chronologie et la connectivité vont se dégrader dans le futur? Peut-être que oui, parce que même s'il n'y a pas de problème de mon point de vue, je pense que si Marvel Studios et Marvel Television ne se décident pas à faire un crossover à un moment ou à un autre, alors qu'ils prétendent que tout fait partie du même univers et que en plus de ça, de grosses incohérences voient le jour, là ça sera un problème. Et d'un autre côté, peut-être que non. La création du service de streaming de Disney va dans ce sens, le rachat de la Fox par Disney va dans ce sens aussi, puisque si Disney ne voulait pas établir un seul et même univers, il aurait pu très bien racheter la Fox, mais lui laisser les licences des X-Men et des 4 Fantastiques. L'accord Sony Marvel pour introduire Spider-Man dans le MCU en est aussi la preuve. Donc est-ce que les séries Marvel font bien partie du MCU? Oui, et malgré quelques défauts de cohérence, et bien dans l'ensemble ça se tient, et cette question, je pense qu'on ne doit pas trop se la poser jusqu'à la fin de la phase 3, donc pas avant la sortie d'Avengers 4 en 2019. Et puis on sait tous que le rachat de la Fox va permettre à Marvel Studios d'amener enfin les X-Men et les 4 Fantastiques dans le MCU. Ils finiront par le faire, même si comme l'a dit Kevin Feige, pour l'instant ce n'est pas au programme, car il faut que la phase 3 se termine du côté de Marvel Studios et que les derniers films du X-Men Universe qui ont été annoncés avant le rachat doivent voir le jour. C'est seulement vers 2019, voire 2020, quand toutes ces choses seront faites, qu'on pourra se poser la question. Et sincèrement, que ce soit Kevin Feige pour le MCU ou Jeff Loeb pour Marvel Television, aucun des deux n'a jamais dit que les crossovers seraient impossibles, mais il faut juste comprendre qu'il y a des brouilles internes et que c'est aussi compliqué en termes de production parce que les séries se produisent plus vite que les films, donc pour arriver à se mettre sur la même longueur d'onde sans que ça n'empêche l'un et l'autre de se produire à sa propre vitesse, et ben c'est pas facile du tout. Pour autant, on n'est pas défaitiste. En 2013, on nous assurait partout que Spider-Man ne pourrait jamais venir dans le MCU. Et plus tard, on nous annonce le contraire. Et c'est pareil pour les X-Men et les 4 Fantastiques. Ça fait des années qu'on nous répète que ça serait impossible. Et pourtant, aujourd'hui, c'est vrai. Les X-Men et les 4 Fantastiques vont enfin revenir dans le MCU. Les droits sont revenus à Marvel Studios grâce au rachat de la Fox. Donc pour les séries, c'est pareil, il n'est pas impossible de faire croiser les Defenders avec les héros des films, mais pour l'instant ce n'est juste pas au programme et il n'y a pas besoin de s'affoler. Enfin, je conclurai cette vidéo en disant quelque chose que les producteurs ont aujourd'hui depuis le départ concernant cette connectivité, tout est possible. Bon, et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que vous êtes totalement d'accord avec moi ou est-ce que vous voulez débattre de tout ça parce que vous n'êtes pas d'accord? Eh bien si c'est le cas, je vous en prie, la section commentaires, c'est fait pour ça. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de laisser les pouces bleus, les partages et ciao!